podcast est réalisé avec le soutien précieux de More. Parce que nous sommes des entrepreneurs tout comme vous. Est-ce l'heure de la révolution ou le moment des responsabilités et l'heure de gouverner? On est dans le bureau de Raoul Edebo, président du PTB, donc forcément la question a tout son sens. On est ici au Parlement, où vous passez pas mal de temps. Alors le bureau est plutôt spartiate, mais enfin j'ai repéré quand même qu'il y a une affiche de Rage Against the Machine. Ça a du sens, ça, non? C'est d'une part le meilleur groupe de tous les temps, Rage Against the Machine, mais une belle symbolique aussi. Avec, un peu de la colère quand même. Rage Against the Capitalist Machine, quoi. Donc c'était ça qui incarnait et qui incarne ce groupe. Donc effectivement. Mais pour nos auditeurs, je veux quand même dire qu'il n'y a pas que ça. De l'autre côté du bureau, vous avez un magnifique poster d'un martin pêcheur. Qui vous revient de votre passion pour l'ornithologie. Pour l'ornithologie, et je trouve ça un magnifique oiseau. Franchement, c'est la petite flèche comme ça, turquoise, qui traverse comme ça. Et puis après, ici, on a le fameux Picasso, la colombe de la paix, qui prend quand même toute son importance dans les situations aujourd'hui. Donc voilà, en tout cas, décoré à ma manière. Bon, voilà, c'est la paix dans le monde, mais la colère dans la rue. Bon, on est au Parlement, c'est quand même que c'est un endroit de légitimité démocratique. Donc c'est un choix qui a du sens pour vous, non? Oui, je pense que c'est un endroit important pour nous ici, pour pouvoir mener un débat politique passionné et passionnant. Je pense que ça, les gens qui peuvent suivre le jeudi après-midi ou en commission peuvent voir que les débats sont là. En même temps, on le sait, le PTB a aussi une stratégie extra-parlementaire de face au gouvernement de Wever, c'est plutôt la loi de la rue. Oui, je crois que c'est les deux. Je crois qu'on trouvait une interaction. Donc de ce côté-là, je crois que on est dans une séquence où le mouvement populaire, la lutte sociale a beaucoup d'influence sur les prises de décision politiques et c'est très très bien. Et je pense qu'effectivement, la particularité des députés PTB est d'encourager cette résistance, de recourir à cette résistance dans le débat politique. De ce côté-là, on remarquera une particularité de nos députés, de parler directement à la classe travailleuse, à la jeunesse, au peuple. Voilà, on a toujours dit que notre rôle était aussi d'encourager cette résistance. Oui, mais c'est ça. Mais justement, pour en revenir à l'actualité, les syndicats font un front commun et appellent à 3 jours de grève fin novembre. Jean-François Tamellini s'est exprimé ce dimanche en disant qu'il voulait faire tomber le gouvernement. Vous, ça vous paraît quelque chose de légitime et est-ce que vous revendiquez ça aussi au PTB, de vouloir faire tomber De Wever? La première priorité pour nous est en tout cas de faire reculer ce gouvernement sur ses mesures antisociales. Le malus pension qui obligera les gens à travailler jusqu'à 67 ans, les primes de nuit qui vont être supprimées pour les travailleurs dans le secteur de la logistique et du commerce. Ce type de mesures-là, le blocage salarial, on va peut-être tout à l'heure. Donc le plus urgent pour nous, c'est évidemment de faire reculer ce gouvernement. Alors fatalement, ce que M. Tamellini dit, et mon camarade a raison de souligner là-dessus, c'est qu'il y a une question de légitimité démocratique. La plupart des partis politiques qui font le gouvernement aujourd'hui n'avaient pas dans leur programme qu'il allait avoir un malus pension. Ils n'avaient pas dans leur programme qu'il y aurait un blocage des salaires. Et donc c'est toujours un peu ça le problème en Belgique, c'est qu'on dit A avant les élections et on applique B après les élections. Et donc dans ce sens-là, il y a une lutte de classe qui se déroule à l'extérieur du Parlement et qui fatalement prend tout son sens, comme le dit aujourd'hui M. Tamellini. Mais en même temps, le blocage fédéral, il y a un ultimatum jusqu'au 6 novembre, faute de quoi Bart De Wever retournerait au palais. C'est du pain béni pour vous ou bien c'est plutôt une inquiétude de plus? Je répondrai en 2 temps. Donc d'une part, nous sommes intimement convaincus que le blocage revient réellement de cette pression de l'extérieur. Si donc les partis discutent aujourd'hui d'augmenter la TVA, ils discutent aujourd'hui d'un saut d'index, ils discutent aujourd'hui de diminuer les moyens pour les soins de santé. Donc aujourd'hui, on sent que tous ces partis sont neutralisés autour de la table par peur d'une opinion publique et d'une lutte. Parce qu'il y a un effort important à réaliser aussi. On parle de 10 milliards, c'est pas rien. Est-ce que pour vous, le retour à l'équilibre, ça compte pas? Non, que du contraire. Je pense que le budget est quelque chose de très important, certainement pour un parti marxiste comme le PTB. Le problème, c'est que on constate dans le passé que qui a créé les trous budgétaires, ce sont en fait des partis de la droite. Et là, je trouve qu'il y a un point important que je veux expliquer à nos auditeurs aujourd'hui. Parce qu'on critique souvent les politiques qui réfléchissent à court terme, un seul budget à la fois, 1 ou 2 années, qui n'ont pas de vision. Et ça vaut pour énormément d'hommes et de femmes politiques, mais pas pour Bart De Wever. Bart De Wever est un stratège. Je suis complètement en divergence avec lui, mais c'est un stratège. En 2015-2016, lorsque Bart De Wever met en place le tax shift, pour nos auditeurs, c'est une réduction de la parafiscalité et de la fiscalité de 8 milliards d'euros, le gouvernement de Charles Michel et de Bart De Wever ne compense pas budgétairement ces 8 milliards. Et un journaliste pose la question à Bart De Wever, comment ça se fait que vous ne les compensez pas? Donc budgétairement, votre budget ne tient pas la route. Et il dit, écoutez,
je vais faire exprès de ne pas de compenser ces 8 milliards pour que cela crée une spirale infernale de besparingspolitiek, c'est-à-dire de coupe dans les dépenses sociales. Donc il réfléchit déjà il y a 10 ans en disant je vais organiser le sous-financement de la sécurité sociale pour mieux justifier de couper dans les pensions dans le futur. Et ça, c'est bien ça que je veux dire, c'est que la droite elle-même sous-finance la sécurité sociale et les moyens de l'État consciemment pour couper dans les dépenses sociales. Mais vous connaissez bien la Flandre et vous connaissez sans doute bien Bart De Wever, mais selon vous, alors quoi, il roule pour la Flandre ou il s'inquiète pour la Belgique? Je pense que d'abord, il a fait un choix de classe de rouler pour les super riches. Donc je crois qu'avant tout, Bart De Wever est d'abord un politicien, je veux dire, qui roule pour la grande bourgeoisie, pour le grand capital. Je vois dans toutes les mesures qu'il prend. Et évidemment, il a un agenda communautaire par rapport à ça que le VOCA veut lui faire réaliser. Mais en tout cas, Bart De Wever lui-même, maintenant, est dans une logique de faire payer la classe travailleuse. Ça, on le voit quand il dit « There is no alternative ». Il n'y a pas d'alternative. Il faut bien écouter toutes ces interviews qu'il donne. Il a donné aussi toute une conférence à l'Université de Gand la semaine passée où l'on voit en fait qu'il dit comme Thatcher, il fait référence à Thatcher, en disant il n'y a pas d'alternative, le seul carcan c'est de couper dans les dépenses sociales. Or on a vu économiquement, parce que socialement c'est terrible ce qu'il propose et le PTB le dénonce, mais je crois qu'aujourd'hui c'est important dans ce podcast aussi de réfléchir aux conséquences économiques de la vision qu'il a. Margaret Thatcher a créé 2 récessions en Grande-Bretagne. Margaret Thatcher a augmenté le chômage comme jamais il a augmenté en Grande-Bretagne. Margaret Thatcher a augmenté les inégalités en Grande-Bretagne. Donc la vision économique de Bart De Wever est celle de faire payer les travailleurs pour pouvoir assurer la trickle-down, la logique trickle-down économie, c'est-à-dire on va donner des pouvoirs d'achat aux riches et ça va redescendre dans la société. Est-ce que la solution alors c'est uniquement de taxer les riches, de taxer les millionnaires? On sait que le PTB a quand même fait une partie de son succès sur ce slogan. Alors, qu'est-ce que c'est du côté des recettes, voilà. Alors moi je pense que d'une part il faut en tout cas analyser les recettes pour la sécurité sociale et c'est pas que le PTB qui le dit, c'est la Banque nationale de Belgique qui pointe du doigt le fait que les subsides aux entreprises, directs ou indirects, 25 milliards d'euros, 4% du PIB, donc un audit serait nécessaire pour voir quelles sont les aides nécessaires ou pas, ça me semble être vraiment la Juste sur ce point, il y a débat aussi parce que ça concerne aussi les entreprises publiques, les APE, c'est toutes sortes de subsides, donc ce n'est pas que le secteur privé, c'est aussi le secteur non marchand. C'est pour ça que je trouve qu'un audit serait nécessaire, ça c'est clair pour moi, c'est pas les 25 milliards, mais en tout cas c'est beaucoup, et en tout cas la conclusion en tout cas de la Banque nationale est de dire qu'en fait le coût salarial n'est pas plus élevé en Belgique que dans un pays environnant, parce qu'il y a toutes ces aides qui sont données. C'est pas le PTB qui le dit, c'est la Banque nationale. C'est les 2 faces d'une même pièce, en fait. Donc l'indexation coûte de l'argent et de l'autre côté, on compense par des subsides. Et donc vous voulez remettre tout à plat? Non, mais je crois qu'un audit serait nécessaire pour voir un peu lesquels sont économiquement efficaces ou non. Mais deuxièmement, et c'est là où une analyse marxiste, Capital Travail, me semble être intéressante sur les ondes aujourd'hui podcast, c'est que nous avons analysé, la Banque nationale aussi, que ces 10 dernières années, la part des salaires dans la richesse produite est passée en ordre de grandeur de 64,7% à 60,8%. Donc en 10 ans, 4% de la richesse qui allait dans la poche des salariés et des travailleurs vont maintenant dans la poche du capital. Okay, c'est 12,8 milliards par an. Donc c'est quand même pas révolutionnaire de demander de retourner vers ce rapport capital-travail qui existait il y a 10 ans. Et pourquoi je le dis? Je le dis non seulement pour des raisons sociales, parce qu'effectivement faire travailler les gens jusqu'à 67 ans pour des malus pensions de 200-300 euros, c'est intenable pour la classe travailleuse, mais aussi d'un point de vue économique, si l'on tue la consommation interne, ce que le modèle allemand a fait, on va vers la crise économique. Le modèle allemand qui est mis en avant par Bart De Wever d'un point de vue économique, regardez où il est aujourd'hui. On est en récession en Allemagne. Ce modèle ne tient pas la route. C'était un modèle qui était basé sur l'exportation à outrance. C'est un modèle qui est intenable et qui se fait au détriment des autres nations. Donc, économiquement, la vision néolibérale qui nous vient de l'Allemagne et qui est celle, c'est intéressant en Allemagne, le nombre d'heures travaillées ces 10 dernières années n'a pas augmenté en Allemagne. 63 milliards il y a 10 ans d'heures prestées, 63 milliards aujourd'hui. Donc ce qu'on a fait en Allemagne, c'est casser les statuts des travailleurs, transformer des temps pleins en des mi-temps et faire un nivellement vers le bas des salaires. Dumping salarial qui a créé une crise économique. Ça veut dire que c'est l'heure d'un projet alternatif, je l'ai dit en préambule. Est-ce que c'est l'heure de la révolution ou l'heure de gouverner? Bart De Wever va le 6 novembre, peut-être chez le roi s'ils ne s'entendent pas d'ici là. Bon, il y a une part de dramatisation aussi, évidemment, mais est-ce que vous vous dites c'est peut-être l'heure d'une majorité alternative? Je pense certainement qu'il est temps de trouver des majorités. C'est pas simple en Belgique, je vais pas tourner autour du pot, mais en tout cas des majorités qui veulent une rupture avec le néolibéralisme et la logique d'économie à tout prix. Vous êtes prêts, quoi? Ouais.
nous, on est prêts. Je n'ai jamais caché que ce serait compliqué. Je veux dire, ça fait quand même 30-40 ans que les partis de droite, mais aussi de gauche, pratiquent des politiques néolibérales. Je rappelle quand même, c'est Elio Di Rupo qui a appliqué la chasse aux chômeurs ici en Belgique. Je rappelle que la privatisation des services publics, qui me semble être une ineptie d'un point de vue économique, a été amorcée non pas par le MR, mais par le PS et les engagés dans les années 90. Nos banques publiques qui fonctionnaient très bien, comme la CGR et le Crédit Communal, qui étaient des colonnes vertébrales de notre système économique, qui est de stabilité, ont été libéralisés. Regardez aujourd'hui avec notre système bancaire où on se retrouve, quoi. Donc ce genre de débat-là, c'est une rupture que le PTB veut d'un point de vue économique, et ça va pas être évident de trouver des partenaires. Maintenant, on est dans une époque où ça s'accélère, où les lignes bougent, et de ce côté-là, le PTB, évidemment, sera prêt à pouvoir évaluer, comme on l'a fait avec certaines communes d'ailleurs, que ce soit à Mons, à Forêt, à Molenbeek, de pouvoir assurer des majorités alternatives. Mais ici, je crois que d'abord que la lutte sociale doit prendre son plein espace pour avoir ce rapport de force. Oui, c'est ça. Mais donc, dans un avenir, on peut imaginer, bon, c'est la question qu'on vous pose souvent, mais avec quel partenaire et à quel niveau de pouvoir vous vous sentez apte, d'ici la prochaine législature, par exemple, à monter, à faire changer les choses de l'intérieur. Donc, évidemment, les communes étaient des endroits plus propices parce que c'est un endroit où les rapports de force pouvaient plus se cristalliser et où on pouvait trouver aussi des partenaires potentiels, mais aussi dans le cadre réaliste que nous savons que la plupart des communes n'ont pas tous les leviers en main. On voit aujourd'hui, par exemple, que la région wallonne impose une austérité à toutes les communes. Oui, les marges de manœuvre dans les communes pour appliquer les plans oxygène sont de zéro. C'est une sorte de FMI régional qui s'applique aux communes. Donc de ce côté-là, je crois qu'on ne va pas beaucoup pouvoir avancer, mais donc il faudra analyser effectivement au niveau régional, au niveau fédéral, de quelle coalition on pourra faire. Et donc ça, c'est un secret pour personne que ce ne sera pas avec le MR et la NVA. Je veux dire, la compatibilité de nos programmes est quand même très poussée. Mais évidemment, avec les partis de gauche, on pourra toujours trouver des alternatives. Raoul Edebo, un petit regard vers l'international. Alors, le PTB a quand même des racines. Vous nous direz si c'est toujours d'actualité ou pas. Mais maoïste, vous étiez quand même très... en 68, ça ne nous rajeunit pas, mais... Non, mais c'était quand même une passion chinoise. Alors, je ne sais pas si elle est toujours d'actualité, mais c'est vrai que pour le moment, en Chine, le Parti communiste est en train de plancher sur son plan quinquennal. On sait qu'il y a une grande volonté, notamment, d'avoir une autonomie complète sur le plan économique, les ressources, les technologies, etc. Est-ce que c'est encore un modèle pour vous? Je répondrai en deux temps. Donc d'abord, le PTB n'a pas de modèle. Le PTB n'est plus un parti maoïste. On a raison de souligner notre origine en 68 sur la question. Donc c'est certainement pas que nous sommes les défenseurs de la Chine. Mais votre question est pertinente d'un point de vue économique, je pense, et des équilibres mondiaux. Je crois qu'effectivement, beaucoup d'acteurs politiques feraient mieux de s'intéresser avec un respect, en tout cas sur ce qui se passe en Chine. Je pense que le plan quinquennal chinois est un plan, en tout cas, de stabilité économique au niveau mondial. Et je pense que l'Europe, et la Belgique en particulier, feraient une erreur de rentrer dans la guerre froide politique, militaire et économique des Américains contre les Chinois. Je crois que l'Europe, si l'Europe veut développer économiquement son modèle, elle doit pouvoir discuter avec toutes les nations du Sud global. L'Inde... Vous avez encore de sympathie, du coup. Mais la sympathie, vous savez, on a fait du business pendant 20-30 ans avec l'Arabie Saoudite. Vous avez vu la situation à l'interne de l'Arabie Saoudite, qu'on arrête de me parler des valeurs des droits de l'homme et compagnie. Aujourd'hui, on n'a toujours aucune sanction prise contre Israël, alors qu'un génocide est en cours. Il y a déjà 19 paquets de sanctions contre la Russie. Donc il faut arrêter cette hypocrisie. Mais je dis effectivement, pour revenir particulièrement à votre question, qu'en tout cas, je pense qu'on ferait mieux d'aller analyser ce qui se passe là-bas, d'arrêter aussi d'avoir un mépris pour la Chine. Excusez-moi, mais au niveau économique, la Chine est à 4-5% de point de croissance, 2% de croissance. L'Europe capitaliste est à 1% de croissance, on est en train de ramer. Qu'on arrête de regarder ça avec des yeux, je veux dire... Je trouve avec un mépris aujourd'hui par rapport au modèle qui se fait. C'est une économie très régulée, parce qu'on me dit que le capitalisme y maîtrise tout, et je suis le premier à avoir des critiques sur le développement économique qui a lieu aujourd'hui en Chine, mais c'est manifestement qu'en tout cas au niveau de la Chine, il y a une planification de cette économie et qui donne une certaine forme de stabilité. Si on continue à suivre les Américains ils vont faire quoi, les Américains? Trump décide hier des tarifs à X%, il décide demain d'autres tarifs à autre %. Je veux dire, il y a une instabilité chez les Américains qui vont nous mener complètement dans le ravin. Les Américains nous vendent aujourd'hui leur gaz et leur électricité 3 ou 4 fois plus cher qu'à eux-mêmes. Donc toute notre économie, et je le dis ici solennellement, l'économie européenne va complètement être détruite parce que nos alliés américains, soi-disant,
réfléchissent qu'à leur propre business. Et elle aura besoin de la Chine. L'Europe aura besoin de la Chine, c'est ce que vous êtes en train de dire. Global, pas uniquement la Chine, mais la Chine est un point important évidemment. J'ai parlé aussi de l'Inde, j'ai parlé du Brésil, j'ai parlé aussi de l'Afrique du Sud. Donc je pense que ce qui se passe au niveau du Sud global est passionné et passionnant, mais la Chine est un acteur important là-dedans. Est-ce qu'on doit être d'accord pour ça avec tout ce qui se passe en interne de la Chine? Non, évidemment. C'est pas pour ça qu'on fait du business, parce qu'on fait du business avec un pays qu'on est d'accord avec tout ce qui se passe à l'intérieur. Inversement aussi, hein. Je veux dire que les Chinois vont pas se mêler non plus de ce qui se passe ici en Europe. Je crois que ça peut se faire sur une base de respect mutuel, mais en tout cas cette guerre froide qui peut mener à une guerre chaude, parce que je vais quand même le dire, si Trump aujourd'hui veut retirer ses billes du l'Europe de l'Est de l'Ukraine, ou... etc., l'Ukraine, c'est pas pour la paix, hein. C'est pour pouvoir faire son pivot to Asia, comme il dit, c'est-à-dire concentrer ses forces militaires et politiques contre la Chine. S'il y a une guerre Chine-Amérique, c'est la guerre mondiale, hein. Donc nous avons intérêt, comme Europe, de prendre un cours indépendant, autonome stratégiquement par rapport à ça, et dans ce sens-là, oui, avoir un dialogue effectivement avec la Chine. Ouais. Juste un dernier point, revenir un petit peu ici en Wallonie, mais c'est votre relation, le PTB, avec les entreprises. Voilà, quelle est votre relation avec elles? Comment vous voulez les porter? Est-ce que vous êtes vraiment un soutien pour les PME? Qu'est-ce que vous pensez des grandes entreprises aussi, en Belgique et en Wallonie? De plus en plus, en fait, le Covid a été un moment en fait de contact intense entre notre parti et beaucoup de fédérations patronales. Certes, plutôt des petites et moyennes entreprises. C'est un scoop pour personne que c'est pas la FEB qui nous a demandé de faire des réunions de travail. Et c'est bien logique. Mais par contre, non, on a eu énormément de contacts pour mieux connaître aussi la réalité des PME. Et je trouve aussi, d'ailleurs, que pour revenir à des concepts marxistes, pour moi, il existe une forme de lutte de classe entre PME et grandes multinationales. Quand je vois aujourd'hui, par exemple, je reviens sur le secteur de l'énergie, à quel point beaucoup de nos PME souffrent des hauts prix de l'énergie. Mais ces hauts prix de l'énergie, où vont ces milliards? Dans les poches d'Engie Electrabel. Et donc, il y a un rapport de contradiction entre PME et grandes multinationales. Je le vois au niveau de la sous-traitance aussi, le nombre de sous-traitants qui remettent prix chez ArcelorMittal, qui remettent prix chez des grandes entreprises, et qui disent « Raoul, c'est de plus en plus compressé ». Et alors là, il y a un enjeu de classe. Est-ce que le but, c'est de se retourner contre ces travailleurs en disant « Je veux payer moins mes travailleurs ». Et là, je pense que cette solution-là, elle est socialement, mais économiquement, elle va nous tuer, parce que qui consomme dans notre société, ce sont ces travailleurs. Ou bien on fait un front ensemble pour pouvoir justement faire payer économiquement les grandes entreprises, ou alors plutôt les grandes fortunes, parce que là il s'agit quand même d'une concentration de pouvoir économique. Ce qui est amusant, Raoul Debeau, c'est qu'on sent que vous êtes passionné par la croissance, le développement économique, et que vous parlez moins de nationalisation, etc. Il y a eu une mue au PTB, non, parce que justement, c'est parce que nous croyons dans la croissance, de ce côté-là, on n'est pas des growth, hein, on croit dans la science. C'est intéressant comme question que vous posez ici. Parce que j'ai l'impression plutôt que c'était il faut tout nationaliser, il faut tout corseter. Le marché n'était quand même pas votre trip, quoi. Non, mais justement, moi je pense que nous pensons plutôt que le marché capitaliste est en train de tuer notre croissance réellement. Je pense réellement que le manque d'investissement, quand on compare ce qui se passe en Europe par rapport notamment à ce qui se passe dans d'autres pays, le manque d'investissement dans la recherche et développement, le manque d'investissement dans les infrastructures, ça nous détruit notre économie. Et la seule manière, et là je reviens quand même à votre question, c'est que la seule manière selon nous pour pouvoir garantir ces grands développements macroéconomiques, c'est le public. Ça c'est le rapport. Effectivement, nous ne croyons pas que le marché peut résoudre ça d'un point de vue énergétique. J'aurais pu vous parler au niveau du transport. La libéralisation du secteur des transports va nous mener vers l'abîme parce que les grands capitalistes vont investir que ce qui est rentable. C'est ce que Thatcher a fait en Grande-Bretagne. Regardez ce qui s'est passé. Le transport ferroviaire ne ressemble à plus rien du tout. Donc, je pars, mais effectivement, vous avez raison de poser la question parce que les sciences et technologies sont importantes pour nous. Vraiment. Vous n'êtes pas des décroissantistes, voilà. Mais non, mais je pense que la question, c'est quelle croissance on veut. C'est ça la question. C'est évidemment que les sciences et technologies doivent pouvoir être implémentées. Prenez l'intelligence artificielle, qu'elles sont passionnées et passionnantes, par exemple. Le problème n'est pas la technologie. Le marxisme ne s'est jamais opposé à la technologie. C'est intéressant. Marx avait déjà le débat au moment où le mouvement ouvrier s'est retourné contre les machines dans les entreprises. C'était un vrai débat parce que les machines étaient symbole de licenciement collectif et de chômage. Et le marxisme, dès le départ, a dit le problème n'est pas la machine. Le problème, c'est l'utilisation capitalistique de la machine. C'est-à-dire que la machine ne sert qu'à grandir les profits d'une minorité au détriment d'une majorité. Et donc non, on n'est pas du tout un parti contre les technologies. Que dans notre parti, enfin moi-même personnellement aussi, on a énormément de passion de lire les revues scientifiques, de lire ce qui se passe au niveau technologique. Vraiment, je vais profiter aussi de l'occasion d'un podcast plutôt dans un magazine économique. Le grand capital, quoi. Mais le grand capital détruit pour moi notre science, vraiment. Ah oui, d'accord. Moi, j'ai fait des études de biologie. Je vois à quel point les recherches en biologie
technologies sont conditionnées à du sponsoring de multinationales, ça ne me va pas. Oui, mais sur le débat technologique, comme vous le dites, il y a l'IA, et vous êtes en faveur de ces nouvelles technologies, ou en tout cas vous vous y intéressez, mais elles peuvent potentiellement détruire de l'emploi. Et là, peut-être que, et surtout, bon, il y a des emplois en col blanc, mais ça pourrait arriver avec la robotisation, donc une nouvelle révolution technologique encore sur les cols bleus. Là, vous perdez peut-être votre corbinet, l'ouvrier. Donc, ce qui est ça, intéressant danger, d'un point de vue analyse de classe, c'est que via l'intelligence artificielle, c'est plutôt effectivement les cols blancs et tout ce qui est fonction, je veux dire, intellectuelle sous le capitalisme qui sont prolétarisés. C'est très intéressant de voir comment, en fait, ce qui est déjà arrivé avec la classe ouvrière après la Deuxième Guerre mondiale est en train d'arriver avec les journalistes, les chercheurs, etc., etc. Donc ça crée un front de classe aussi qui est possible parce qu'on a le même débat qu'à l'époque. La robotisation, elle ne mène pas automatiquement à de l'exclusion. La robotisation peut aussi mener à une réduction du temps de travail, peut aussi mener à moins de souffrance au travail. Or, on est maintenant à 500 000 malades longue durée. Donc, une grosse partie viennent du monde du travail. Donc, les machines n'étant pas au service de l'être humain, mais au service des bénéfices, on voit qu'on a une flexibilité, des burn-out, des troubles musculo-squelettiques. Donc, ça, tout dépend au service de qui est la technologie. Et ça, c'est un appel aussi aux scientifiques, pour moi, qu'ils se mêlent à la lutte sociale, les scientifiques, parce que il y a un enjeu de savoir au service de qui sont les technologies. Et je comprends qu'une partie notable des couches populaires se retourne contre les technologies elles-mêmes parce qu'elles voient que c'est une ligne d'exclusion. Mais l'intelligence artificielle pourrait et devrait nous permettre une démocratisation de la connaissance. Donc ça dépend ce que l'on en fait. Voilà. Oui, mais malheureusement, et là je veux revenir un peu les pieds sur terre, je le vois dans pas mal de rédactions de presse ou pas mal de fonctions bancaires, etc. Là où on est en train d'implémenter l'intelligence artificielle, on mène plutôt à de l'exclusion du travail et de moins en moins de contrôle sur le travail qu'on fait. Et ça, c'est inquiétant. Donc de ce côté, j'y vois une convergence de classe aussi entre les cols bleus et les cols blancs dans une lutte commune contre, pour moi, un pouvoir qui se concentre de plus en plus. C'est là qu'on voit que Rage Against the Machine a tout son sens. Ils ont toujours tout leur sens. Et je vais me réécouter on va s'écouter un petit morceau. En tout cas, oui, merci pour ce débat passionnant. Et on se retrouve pour un prochain podcast, Olivier, dans un mois, dans le bureau d'un autre avec un autre groupe passionnant. Ouais. Merci. Plaisir. Cash is king. Suivez votre trésorerie au fil des jours. Une vue hebdomadaire peut sauver votre boîte bien plus vite qu'un bilan trimestriel. More, parce que nous sommes des entrepreneurs tout comme vous.